Et maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail ce qui se passe en catalyse. Avec ce diagramme, alors, si vous êtes dans des classes prépa, vous l'avez sans doute déjà vu. Ceux parmi vous qui sont en lycée, sans doute, l'ont pas encore vu, donc je vais essayer de l'expliquer de façon très simple. On va s'intéresser dans un premier temps à ce qu'on appelle la cinétique de la réaction, c'est-à-dire l'étude des vitesses auxquelles les réactions se produisent. Une réaction va vite parce que, je caricature, une réaction va vite parce qu'il est facile de rapprocher les réactifs et de les faire réagir ensemble. Une réaction va lentement parce que c'est plus difficile. C'est plus difficile pourquoi ? Parce que vos molécules, c'est plein d'électrons. Si vous rapprochez deux molécules l'une de l'autre, vous rapprochez deux nuages électroniques chargés négativement, et donc ça, énergétiquement, c'est pas favorable. C'est difficile aussi parce que vous avez des réactions qui se font avec ce qu'on appelle les orbitales, et donc il faut que les molécules s'approchent l'une de l'autre de la bonne façon, s'emboîtent, si vous voulez, de la bonne façon pour que la réaction puisse se faire. Et le fait que les molécules doivent se rapprocher, le fait qu'elles doivent se rapprocher de la bonne façon, ça coûte en énergie. Ça, c'est un graphe où, ici, vous avez, à gauche, vous avez les réactifs, à droite, les produits, et au milieu, vous avez un profil d'énergie avec cette énergie EA, qui est l'énergie qu'il faut fournir pour que les réactifs se rencontrent de la bonne façon et se transforment dans les produits. EA, ça s'appelle l'énergie d'activation. EA est relié à la constante de vitesse par cette relation qui s'appelle l'équation d'Arrhenius, bon, peu importe. Toujours est-il que quand EA est élevé, vous avez une constante K qui est faible et donc une réaction qui ne va pas vite. Donc plus cette énergie d'activation est grande, plus la réaction est lente à une température donnée. Alors je vous ai dit que la catalyse, ça permettait d'aller plus vite à température constante. Comment c'est possible ? Eh bien c'est possible parce que le catalyseur va proposer un chemin réactionnel alternatif avec d'autres espèces intermédiaires qui vont se former. Et dans ces étapes intermédiaires, on a des énergies d'activation qui vont être relativement faibles. Donc chaque étape, ou en tout cas la plupart d'entre elles, vont se faire plus rapidement que lorsque la réaction n'est pas catalysée. On voit ici que EA est beaucoup plus petit que dans le profil précédent où il n'y avait pas de catalyseur. Et les réactifs réagissent avec le catalyseur, forment cet intermédiaire qui est ici, intermédiaire qui est stable mais pas trop, et qui lui-même va se décomposer en produit de réaction avec une énergie d'activation qui est également faible. Conclusion, avec le catalyseur, vos réactifs se rapprochent. Ils se rapprochent en impliquant une quantité d'énergie qui est plus faible que sans catalyseur, et donc la réaction va aller plus vite de cette façon grâce au catalyseur. Il y a évidemment un point qu'il faut éviter, c'est celui qui est en pointillé, là. Celui qui est en pointillé, c'est celui où le catalyseur forme une espèce avec les réactifs trop stable. Parce que si cette espèce est trop stable, vous voyez qu'on se retrouve dans le cas où on a une grande énergie d'activation à fournir pour la deuxième étape. Et donc là, ça fera une réaction qui ne sera pas rapide du tout. Donc la catalyse, c'est la discipline de la chimie qui s'intéresse aux interactions qui sont ni trop faibles, sinon il ne se passe rien, ni trop fortes, parce que sinon on s'arrête avec des réactifs fixés sur le catalyseur et on ne va pas plus loin. C'est une chimie des interactions moyennes, si vous voulez. Donc, on va mettre ça sous forme d'un petit schéma. Je vais vous parler de catalyse hétérogène. Ça signifie que le catalyseur n'appartient pas à la même phase physique que les réactifs et les produits. Alors, si ces réactifs et ces produits sont présents en phase gaz, comme des liquides, ou en solution, il n'y a pas 36 possibilités. Si le catalyseur appartient à une phase physique différente, c'est forcément un solide. Il y a eu un cas dans raffinage pétrolier tout au début, où le catalyseur, c'était des gouttelettes de liquide, c'était des gouttelettes d'acide sulfurique. Donc dès qu'on a pu passer à des acides solides, on est passé à des acides solides. Vous imaginez la difficulté de produire et de manipuler des brouillards d'acide sulfurique pur. Bon. Donc notre catalyseur hétérogène, c'est un solide. Vous avez des molécules en phase gaz ou en phase liquide. Comment est-ce qu'elles vont interagir avec le catalyseur ? En se posant sur la surface, forcément. Conclusion, la catalyse hétérogène, c'est un phénomène de surface. Ici, vous avez les réactifs A et B.
qui se fixe donc à la surface du catalyseur. Revoici notre intermédiaire, celui qui était le minimum local, là, de la courbe de la diapo d'avant. Une fois fixées sur le catalyseur, elles réagissent entre elles. Elles forment un produit. Mais ce produit doit partir pour pouvoir régénérer le catalyseur. Sinon, on s'arrête là. On s'arrête à P sur catalyseur. Une fois que le produit est parti, vous voyez qu'on a régénérer la surface du catalyseur, qui peut de nouveau réagir avec A et B, et ainsi de suite. Finalement, on a fait un cycle, ce qu'on appelle un cycle catalytique. Ça a une implication, c'est que le catalyseur peut être introduit en faible quantité, puisqu'il fonctionne un grand nombre de fois différentes. Une fois que les produits sont partis, il y a de nouveaux réactifs qui arrivent au même endroit, qui réagissent, forment un produit qui s'en va, et ainsi de suite. On n'a pas besoin de mettre le catalyseur en grande quantité. Il travaille plein de fois. Les avantages d'utiliser un solide, c'est évidemment que plonger dans un liquide ou bien en contact avec le gaz, le solide est très facile à récupérer. Soit vous prenez le réacteur, vous retournez le réacteur, le solide tombe, soit vous filtrez, soit vous centrifugez. Les solides qu'on utilise sont des métaux, sont des oxydes en général, donc thermiquement ils sont stables, on va pouvoir travailler à plusieurs centaines de degrés. On n'a pas forcé de travailler en solvant, puisqu'on peut travailler en phase gaz. Et comme on peut les monter à des températures relativement élevées, s'il y a des cochonneries qui se déposent dessus, mettons des cochonneries carbonées, on va pouvoir chauffer le catalyseur pour brûler le dépôt carboné qui se sont déposés dessus. Donc les catalyseurs hétérogènes, de ce point de vue, sont plus faciles à manipuler et à utiliser qu'en catalyse homogène, où vous avez des complexes dissous, qui ne sera pas facile, c'est un point qui n'est en général pas expliqué aux étudiants. C'est en général, vous faites la catalyse, puis après il faut les récupérer, vos complexes, et en général il faut tout détruire. Alors, l'avantage de la catalyse, ce qui était sur la première diapo, c'est qu'on peut orienter la réaction vers les produits qu'on souhaite. Et on repart de ce gaz de synthèse, COH2. Vous voyez qu'on peut le former à partir du méthane ou du charbon. Si on le fait passer sur du fer ou du cobalt, c'est ces petits O à gauche, on a la synthèse Fischer-Tropsch. Vous faites des hydrocarbures. Si vous le faites passer sur du ruthénium, vous faites directement du polyéthylène. Si vous le faites passer, on va lire la flèche là, qui va vers la droite, sur un mélange cuivre-oxyde de zinc, on fait une autre réaction. On fait la synthèse du méthanol. Et une fois que vous avez le méthanol, là encore, si vous choisissez le bon catalyseur, vous pouvez le transformer en plein d'autres molécules différentes. Si vous faites passer du méthanol sur de l'argent, vous allez l'oxyder un petit peu. Vous allez faire l'aldéhyde correspondant, le formaldéhyde. Si vous le faites passer sur des solides qu'on verra tout à l'heure qui s'appellent des zéolithes, vous transformez le méthanol en hydrocarbure. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'essence. C'est le procédé développé par Mobil. Donc vous pouvez partir de charbon ou de méthane, vous pouvez faire COH2, faire des hydrocarbures avec du fer, ou bien faire du méthanol, et ce méthanol, le transformer en hydrocarbures, à chaque fois en choisissant le bon catalyseur qui vous donnera ce chemin réactionnel avec des faibles énergies d'activation qui va vers le produit que vous voulez parmi tous ceux qu'on peut imaginer. Donc maintenant, on va regarder à quoi ressemble ce catalyseur. Et si vous voulez, je vous propose de regarder ce qui se passe à l'intérieur de cet habitacle métallique qui est sous la voiture. Là où vous avez le pot, ce qu'on appelle le pot catalytique. En termes techniques, on appelle ça un catalyseur automobile 3 voies. Alors, on a 3 réactions à faire. Ce sont des réactions de dépollution. La première réaction, c'est la décomposition des oxydes d'azote qui sont toxiques en N2. La deuxième réaction, c'est l'oxydation du monoxyde de carbone qui est issu de combustion incomplète en CO2. Et la troisième réaction, c'est l'oxydation des petits bouts d'hydrocarbures, donc d'essence si vous voulez, qui n'ont pas été complètement brûlés et qu'on va aussi transformer en CO2 en H2O. Alors, l'inox, CO, c'est toxique directement pour les poumons. Les hydrocarbures, les petits morceaux d'hydrocarbures, ne sont pas toxiques directement, mais relargués dans l'air et sous l'influence de l'ozone, des oxydes d'azote et de la lumière, vont former des molécules qui sont extrêmement toxiques pour les poumons. Alors ces réactions sont catalysées par 2 métaux, le rhodium et le platine. Donc on va regarder à quel endroit on trouve du rhodium et du platine sur ce catalyseur.
Alors ce catalyseur, à notre échelle, c'est une espèce de gros monolithe en céramique, percé de canaux. Donc voilà, si on regarde ces monolithes de face, vous voyez qu'il y a des canaux qui traversent l'intégralité du monolithe. On zoome en microscopie à balayage. Toute la zone grise, ici, c'est la céramique. Ça n'est pas le catalyseur, c'est juste le support du catalyseur. Donc on va zoomer sur les canaux, vous regardez en haut, et vous voyez qu'il y a une espèce de revêtement blanc à l'intérieur de ces canaux. Alors là, on s'approche de la phase catalytique. Ce revêtement, le terme technique, c'est wash coat, c'est majoritairement de l'alumine. Ce n'est pas encore la phase catalytique. Donc nous revoilà avec la photographie du canal. On regarde un petit peu plus. Vous avez ici un zoom sur le wash coat en microscopie à balayage. Et vous voyez que ce revêtement, il est très irrégulier. Il est très poreux. Ce n'est pas encore la phase catalytique. Pour voir où est la phase catalytique, on va zoomer encore. Et on va utiliser une microscopie qui s'appelle la microscopie électronique en transmission. Et là, alors c'est bête, j'ai pas de pointeur, je ne peux pas vous montrer précisément. Est-ce que vous voyez sur les clichés du bas, est-ce que vous voyez de tout petits points noirs, de façon un petit peu éparse? Il n'y a pas de baguette non. Bon, ouais, je vais regarder avec la souris. Est-ce que vous voyez là un petit point noir? Ici, là, là, là. C'est bon? Ben voilà, c'est ça. La phase catalytique, elle est là. Les petites particules de platine, les petites particules de rhodium, elles sont là. Et leur taille, l'ordre de grandeur, c'est le nanomètre. Nanomètre, c'est 10-9 mètres. Si vous utilisez encore l'unité angstrom, qui n'est pas une unité légale, mais qui est encore utilisée, c'est 10 angstrom. Donc ces toutes petites particules métalliques, elles sont dispersées à la surface de ce revêtement poreux, lequel revêtement poreux est tartiné à l'intérieur des canaux de céramique, et c'est ça qu'il y a dans l'habitacle sous la voiture. Donc si je résume finalement, si je mets ça tous ensemble, qu'est-ce qui se passe en catalyse hétérogène? Première étape, les réactifs diffusent vers le catalyseur. Puis, vous avez une réaction avec la surface du catalyseur. Le terme technique, c'est adsorption. Pas ab, mais adsorption. Vous avez une réaction de surface. À la surface du catalyseur, vos réactifs réagissent. Ensuite, le produit s'en va de la surface, c'est l'inverse de l'adsorption, on dit désorption. Et après, eh bien, ces produits s'en vont à l'intérieur de la porosité du catalyseur pour migrer vers l'extérieur. Donc, dans la constitution d'un catalyseur hétérogène, il y a deux choses très importantes. Il y a la porosité. Il faut que vos réactifs arrivent à passer à l'intérieur du catalyseur, par les trous, par les pores. Et puis, il y a l'aspect surface. Vous voyez, avec ces petites étoiles qui sont là, qui sont les sites catalytiques. Alors en catalyse, il y a quelque chose d'important, justement, c'est essayer de compter ces petites étoiles, d'essayer de compter ces sites de surface. Et pour s'y retrouver, il y a une notion assez intuitive qu'on utilise, qui est la notion de dispersion. La dispersion, c'est un rapport, c'est le nombre d'atomes en surface sur le nombre d'atomes total. Donc c'est la proportion d'atomes que vous avez en surface. Alors si vos sites catalytiques sont tous complètement isolés, évidemment vous avez une dispersion maximale, ce n'est pas toujours le cas. Vous ne pouvez pas avoir des atomes métalliques tous isolés, c'est des petites particules. Il faut retenir que quand la taille d'une particule diminue, la proportion d'atomes en surface augmente, donc la dispersion augmente. Donc plus vos particules sont petites, plus votre matériau est dispersé, plus vous avez de sites en surface qui joueront un rôle en catalyse. Donc il y a deux façons d'augmenter le nombre de sites de surface. Soit vous avez juste l'élément qui constitue le catalyseur et vous le rendez poreux, vous creusez plein de trous à l'intérieur, ça crée de la surface. Soit vous utilisez les particules les plus petites possibles à l'échelle du nanomètre. Seulement pour que ces particules soient stables, il faut les mettre quelque part. Et donc on les disperse sur ce qu'on appelle un oxyde qui sert de support à ces particules et on appelle ça un catalyseur supporté. Donc un catalyseur massique, c'est juste l'élément qui constitue la phase catalytique. Un catalyseur supporté, ce sont des petites particules de phase catalytique qui sont dispersées sur un support. Alors quelques exemples de dispersion.
Le catalyseur qui permet de passer de NH3 en NO, c'est une toile de platine. Donc c'est un catalyseur massique, une toile de platine avec un peu de rhodium. Les fils qui constituent cette toile, que vous voyez, qui sont comme tricotés, hein, ont l'épaisseur d'un cheveu. La dispersion du métal sur ces fils, c'est 10 ppm. Un ppm, c'est un millionième. Ça veut dire qu'un fil métallique qui a l'épaisseur d'un cheveu, sur un fil métallique qui a l'épaisseur d'un cheveu, il n'y a que 10 millionièmes des atomes qui sont en surface, c'est-à-dire rien du tout. C'est pour ça, vous comprenez qu'il faut aller encore plus loin dans la dispersion de la phase catalytique. Avec cette réaction, on ne peut pas, parce que c'est une réaction qui produit énormément de chaleur. Les réactifs doivent passer à toute vitesse à travers le catalyseur, et on ne pourrait pas faire ça avec un catalyseur qui a beaucoup de porosité. C'est la seule façon que les industriels ont trouvée pour que la réaction se fasse sans danger. Le catalyseur de synthèse de l'ammoniac, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ultra majoritairement du fer avec de la poudre de perlimpinpin qui sert, qu'on appelle les promoteurs, qui sert à améliorer les propriétés mécaniques du catalyseur, sans quoi le fer pur s'effriterait totalement, et à ajuster les propriétés catalytiques. Voilà, ce sont des petits granules, vous voyez l'échelle, hein, 10 mm, donc ça, l'ordre de grandeur c'est 1 cm. Hein. À l'intérieur de ce morceau de fer, comment c'est fait ? Ça ressemble à ça. Là où vous voyez du noir, c'est le catalyseur, c'est le fer. Puis là où vous voyez du blanc, c'est des vides. C'est du trou, c'est des trous, c'est des pores. Donc ce sont des toutes petites plaquettes de fer qui sont agglomérées avec une porosité extrêmement importante. Et ça signifie que 1 gramme de fer préparé de cette façon-là développe dans sa porosité 20 mètres carrés. Alors je ne sais pas comment c'est là où vous habitez, hein, mais imaginez par rapport à la chambre ou l'appartement que vous occupez, vous imaginez ce que ça représente, 20 mètres carrés. Eh bien dites-vous que dans 1 gramme de fer de catalyseur que vous pourriez prendre dans la main, à l'intérieur, il y a 20 mètres carrés. Troisième exemple, un catalyseur qui s'appelle le nickel de Raney, qui est un catalyseur qui est utilisé dans l'industrie, hein, qui est fabriqué à partir d'un alliage aluminium-nickel dans lequel on dissout la fraction aluminium. Et donc ce qui reste, c'est du nickel très poreux. Eh bien, ce nickel de Raney, 1 gramme de nickel de Raney contient dans sa porosité 75 mètres carrés. Et 75 mètres carrés, ça correspond à une dispersion, donc une proportion d'atomes en surface de 8 à 10%. C'est-à-dire que vous avez quand même 90% des atomes métalliques qui sont dans le cœur du catalyseur et donc ne servent pas à la catalyse. Revenons vers les nanoparticules. Là encore, on va essayer de faire une espèce de relation entre la taille de ces particules de phase catalytique et leur dispersion, c'est-à-dire la proportion d'atomes en surface. Alors, imaginons qu'on parte d'une particule qui contient 13 atomes. 13 atomes, c'est 1 au milieu et 12 autour. C'est tout petit. Il y en a 12 sur 13 qui sont en surface. On arrive à une dispersion de 92%. Et ces particules, on va les faire croître en ajoutant des couches supplémentaires jusqu'à atteindre la particule de droite qui, en gros, fait entre 1 et 2 nanomètres. Et bien, une particule qui fait entre 1 et 2 nanomètres, il n'y a plus qu'environ 50% des atomes en surface. Et donc 50% des atomes à l'intérieur de la particule qui donc ne servent à rien pour la catalyse. Donc même quand on atteint ces tailles de 1 à 2 nanomètres, on n'a quand même que 50% des atomes qui sont en surface. Et ça, on peut le voir sur le graphe qui est là, qui va donner un ordre de grandeur. Ici, vous avez la taille de la particule en angstrom, donc en fait c'est 10, 20, 30, 40, 50 nanomètres. La dispersion en ordonnée. Et pour avoir un ordre d'idée, vous voyez que lorsqu'on passe au-dessus de 10 nanomètres, il y a moins de 10% des atomes qui sont en surface. Si on veut avoir 50% des atomes en surface, il faut être très nettement en dessous de 10 nanomètres, il faut être faire de 1 ou 2 nanomètres. Donc c'est aussi pour ça que l'un des tours de force en catalyse hétérogène, c'est d'arriver à former des particules très très petites. Hein. Quand je dis très petites, vous voyez que c'est quelques centaines d'atomes seulement, pour espérer avoir la moitié ou un peu plus des atomes en surface. Alors est-ce que ça veut dire que
si on a n atomes en surface, que ça veut dire qu'on a n sites catalytiques qui feront la même chose. En fait, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que les toutes petites particules ne vont pas se comporter comme un métal. Alors là, je pense que c'est un petit peu difficile. C'est un diagramme où vous avez, en fonction du nombre d'atomes dans une particule d'or, l'écart entre la dernière orbitale moléculaire occupée, ce qu'on appelle l'orbitale HOMO, et la première orbitale moléculaire inoccupée, ce qu'on appelle l'orbitale LUMO. Quand vous avez 80 atomes métalliques, vous n'avez aucun écart entre ces orbitales, ça veut dire que vous êtes dans un métal, ce qu'on appelle un diagramme de bande. En revanche, quand vous avez quelques atomes 10-20, il y a un écart qui se creuse. En fait, votre particule n'est plus une particule, c'est une espèce de molécule constituée de quelques dizaines d'atomes métalliques. Et donc, vous n'aurez plus exactement la même réactivité par rapport à un métal. Autre problème avec ces toutes petites particules, quand vous commencez à mettre des atomes dessus, donc à absorber des atomes, vous avez les modifier. Et ça a été démontré par exemple par des collègues de Lyon, de l'Institut français du pétrole, en modélisation moléculaire, donc c'est de la chimie théorique, de la chimie par ordinateur, où ils ont montré qu'une particule de platine toute nue, elle s'arrange sur une surface sous forme d'une espèce de bicouche d'atomes. Vous ajoutez des atomes d'hydrogène dessus, c'est ces petites sphères blanches, et vous voyez que plus vous ajoutez d'atomes d'hydrogène, et bien plus votre particule devient sphérique et se déforme. Donc vous avez pu caractériser votre particule au départ, vous avez vu une certaine forme, mais quand elle vient sous réaction, elle va se déformer, et donc ça va forcément compliquer l'analyse des résultats. Autre problème, imaginons maintenant une grosse particule, elle ne va pas rester amorphe, elle va s'organiser, et donc il y a des plans cristallins qui apparaissent. Et à la surface de ces particules, tous les atomes ne sont pas entourés par le même nombre d'atomes. De la même façon que si vous êtes assis au bord, au premier rang, eh bien vous avez un nombre de voisins qui est plus faible que si vous êtes au milieu. Vous avez un nombre de voisins qui est plus grand. Ben là, c'est pareil. Vous avez des atomes au centre de ces zones plates, de ces terrasses, qui ont 9 voisins, et vous avez des atomes sur les arêtes, sur les coins, qui ont un nombre de voisins beaucoup plus faible. Et il se peut que ces atomes en nombre plus faible soient plus réactifs que les atomes plus nombreux. Donc vous pouvez compter le nombre d'atomes de surface. Si ça se trouve, il n'y en a qu'une toute petite partie qui va faire la catalyse. Alors ça a été démontré en particulier avec la réaction de synthèse de l'ammoniac. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une réaction qui a été tentée à la surface de différents monocristaux de fer, donc différentes surfaces cristallines de fer. Vous avez certaines surfaces de fer qui contiennent les bons atomes, entre guillemets, pour assurer la catalyse. Ce sont des surfaces très actives. Et vous avez des surfaces qui ne contiennent pas les atomes dans la bonne géométrie pour faire la catalyse. Et ce sont des surfaces qui font strictement rien du tout. Donc même quand vous arrivez à compter le nombre de sites, vous voyez qu'il y a des questions supplémentaires qu'il faut se poser pour comprendre réellement ce qui se passe à la surface de la phase catalytique. Alors, quelques mots rapidement des supports, parce qu'on a vu ces particules métalliques. En dessous, il y a ce fameux support oxyde dont je vous parlais. Et ce support oxyde, c'est un composé chimique. Donc lui aussi, il peut avoir une réactivité. Vous prenez n'importe quel oxyde, en surface, il se termine toujours soit par des ions O2-, soit par des groupes OH. Et ces groupes OH, ils sont comme les groupes OH de la chimie organique, ils peuvent avoir des propriétés acido-basiques. Les groupes OH d'une silice sont acides, les groupes OH en surface de l'oxyde de magnésium sont basiques. Donc vous avez une autre gamme de réactivité possible avec la surface des oxydes qui sert de support. En dessous, c'est O2- et c'est OH, ce sont des oxydes métalliques, donc vous avez des cations. Et ces cations, s'ils sont accessibles, ils peuvent faire de la chimie de coordination comme n'importe quel cation, c'est-à-dire qu'ils peuvent absorber des molécules par leur doublet électronique, ce qu'on appelle de l'acidité de Lewis. Conclusion. Vous pouvez avoir de la catalyse qui se fait à la surface de la phase catalytique, et vous pouvez avoir de la catalyse qui se fait aussi à la surface du support. Et quand sur un catalyseur, vous avez deux zones qui font de la catalyse, et en général c'est de la catalyse différente, on parle de catalyse bifonctionnelle. C'est ce qui se passe pour une étape du raffinage pétrolier qui s'appelle le réformage de l'essence et qui permet de passer des alcanes linéaires aux alcanes aromatiques.
Alors qu'est-ce qui se passe? On part d'un hydrocarbure, vous imaginez qu'il y a des hydrogènes partout, hein, ils ont été enlevés pour simplifier la formule. Dans une première étape, vous avez de l'hydrogène qui va s'en aller de la molécule pour arriver à un alcène, une étape de déshydrogénation, ça se fait sur les particules de platine. Ces doubles liaisons peuvent éventuellement se protoner pour faire un carbocation. Donc là, si vous avez des souvenirs de mécanismes en chimie organique, ça ne doit pas vous surprendre. Et une fois que vous avez le carbocation, la molécule se transforme, se réarrange. On arrive là. À ce stade-là, le proton qu'on avait mis au départ s'en va. On a régénéré le catalyseur au niveau de l'acidité. Et notre molécule finit de se transformer vers l'espèce la plus stable qui est l'aromatique, là encore sur le platine, avec de l'hydrogène qui s'en va. Donc cette réaction qui est extrêmement complexe, elle se fait avec deux sites catalytiques, catalyse à la surface du métal et catalyse acide à la surface du support. Donc votre catalyseur qui est constitué de deux composantes, enfin chaque composante sert à quelque chose dans le mécanisme. Quelques exemples très rapides de matériaux utilisant catalyse, d'oxydes utilisant catalyse. On a vu tout à l'heure que pour un bon catalyseur, avec un bon catalyseur, il avait une porosité adaptée et il développait de la surface. Donc il va falloir qu'on utilise des matériaux qui ont beaucoup de surface et une porosité, si possible, adaptée. Par exemple, si on veut faire de la silice, on ne va pas prendre de morceaux de quartz. Un morceau de quartz n'est pas poreux, donc il va nous servir à rien en catalyse. On va fabriquer une silice à partir de monomères en solution, à partir d'espèces silicates en solution, qu'on va faire précipiter, et qui vont faire un matériau complètement désordonné, qui va développer beaucoup de surface. Ce qu'on fait, en fait, une réaction de polymérisation en solution. Alors ces silices, on appelle ça des silices amorphes, elles n'ont aucune organisation. Je vais juste passer sur le détail suivant. Voilà une photo de silice amorphe. Vous constatez qu'il y a des enchaînements d'atomes Si et O en faisant des petits cercles, en faisant des grands cercles. Il n'y a aucune périodicité, hein, ce n'est pas un composé cristallin. Et donc, c'est des matériaux qui sont très désorganisés. Et le résultat, c'est que ce sont des silices qui peuvent développer jusqu'à 700 m² par gramme. Donc là encore, imaginez que dans la main, vous prenez un petit tas de silice qui pèse 1 gramme. Eh bien, dites-vous qu'à l'intérieur de cette silice, il y a une surface de 700 m². Autre type de matériaux qu'on utilise en catalyse, qu'on appelle les zéolithes. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, les zéolithes, ce sont des aluminosilicates. On a remplacé des siliciums par des aluminiums, et comme il y a un problème de charge, il y a des cations compensateurs qui apparaissent. Bon, à la limite, peu importe. L'intérêt des zéolithes, c'est d'avoir une porosité très organisée. Alors je vais peut-être passer, puisque je suis un petit peu en retard, je vais peut-être passer sur cette diapo-là. La porosité de la silice, on l'obtient avec des molécules qui s'appellent des templates, c'est-à-dire que le matériau cristallise autour de molécules qui servent de moule. Ensuite, ces espèces vont être éliminées par calcination. Et à la fin, on obtient des structures cristallines avec des canaux. Alors ça, c'est une zéolite naturelle, hein, c'est aussi des composés qu'on trouve dans la nature. Pardon. Oups. Voilà. Les petits tétraèdres que vous avez ici, c'est le silicium ou l'aluminium entouré de 4 oxygènes. Pour le moment, vous ne voyez pas de porosité. Donc je vous propose de faire tourner la structure. Et là, regardez ce qui apparaît. Eh bien, quand on regarde la structure dans la bonne direction, vous voyez qu'il y a des trous parfaitement réguliers qui traversent le cristal de part en part. On refait tourner la maille, on va regarder la maille dans l'autre sens. Maintenant, elle va rebasculer. Et vous voyez que perpendiculairement, il y a également une autre série de pores qui apparaît. Donc là, voilà un matériau qui est parfaitement organisé, parfaitement cristallin, et dont la porosité est extrêmement bien définie. Ce sont des matériaux qui sont très très utilisés en catalyse. Comment fait-on pour avoir des matériaux avec une porosité plus grande? Eh bien, on va utiliser toujours un template, une espèce de moule autour duquel le matériau se construit. Sauf que si on dépasse 2 nanomètres, 20 angstroms, il n'y a pas de molécules solubles dans l'eau
qui est cette taille-là, qui puisse servir de moule. Donc au lieu d'utiliser une molécule pour servir de moule, on va utiliser un ensemble de molécules, et notamment des choses que vous connaissez, des tensioactifs. Un tensioactif, c'est comme des savons, c'est comme les produits que vous utilisez pour faire la vaisselle. Ces tensioactifs, si vous dépassez une certaine concentration, s'arrangent de cette façon-là pour faire des espèces de boudins, des espèces de cylindres. Et autour de ces cylindres, les petites taches oranges, c'est le matériau qui est en train de s'organiser. Donc vous allez faire des couronnes de matériaux autour de ces cylindres tensioactifs. Ensuite, vous éliminez ces tensioactifs. Et ce qui reste, c'est le matériau avec la trace des micelles de tensioactifs au milieu. Et donc voilà ce qu'on obtient, ce qu'on appelle des matériaux mésoporeux. Vu de face, vous voyez les canaux résiduels qui sont tous parfaitement organisés. Et en regardant le grain de profil, en noir, c'est la silice, en blanc, c'est les pores. Et que là encore, vous voyez que ces pores qui ont été construits autour de ces micelles, ils sont parfaitement organisés et ont tous la même taille. Donc voilà un matériau qui, pour le moment, n'est pas utilisé dans l'industrie, mais qui a des avantages certains en catalyse, puisque tous les pores ont strictement la même taille et joueront exactement le même rôle pendant le procédé catalytique. Alors je vais terminer avec un exemple de recherche qu'on a eu à regarder au laboratoire. C'est un contrat européen où on a collaboré avec des collègues finlandais. Et ça a un lien avec la valorisation de la biomasse, c'est-à-dire la transformation d'une molécule naturelle dans une molécule qui va être utile. La molécule naturelle, elle est là-haut, ça s'appelle le cinamaldéhyde. Vous voyez ici qu'il y a une double liaison carbone-carbone. Ici une fonction aldéhyde, CHO. Et ce qu'on cherche à faire, c'est l'alcool associé, qui est utilisé dans l'industrie du parfum. On souhaite hydrogéner cette réaction, cette liaison, sans toucher à celle-là. Le problème, c'est que la liaison qui en principe s'hydrogène le plus vite, c'est celle-là. Donc ce qu'on veut, c'est le produit là identifié en vert, l'alcool cinnamique. Et ce qu'on cherche à limiter, c'est dans un premier temps le produit en rouge, là où la double liaison CC a été hydrogénée, et évidemment le produit où on a tout hydrogéné qui ne nous sert à rien non plus. Donc il faut trouver le bon catalyseur pour essayer de fabriquer en majorité le produit vert. Alors maintenant, bon, avec ce que je vous ai dit, vous pouvez comprendre tout ce qui est ici. On a testé 3 catalyseurs. Un catalyseur avec des particules de platine sur une silice mésoporeuse comme celle que je viens de vous montrer, silice SBA15. Et on a également utilisé des catalyseurs qui avaient une acidité. En mettant de l'aluminium dans la silice SBA15, un peu comme dans une zéolite, on a créé de l'acidité. Et en supportant le platine sur de l'alumine, on a aussi créé de l'acidité au sens de Lewis. Ces 3 catalyseurs présentent des particules qui ont des dispersions semblables. La dispersion, je vous rappelle, c'est la proportion d'atomes en surface. Donc, a priori, ces catalyseurs ne se distinguent que par la nature chimique du support, le métal elle-même. La taille des particules métalliques est la même. On regarde d'abord les résultats qu'on obtient avec platine sur silice, SBA15. La courbe en noir, c'est la disparition du réactif. Vous constatez que sur ce catalyseur, au bout de 3 heures, on n'a pas consommé tout le réactif. On n'est pas tombé à zéro. Ce réactif a été hydrogéné. Majoritairement, il a été hydrogéné au niveau de la liaison CC. Ça, c'est un petit peu attendu. En revanche, au niveau de la liaison CO, c'est-à-dire le produit vert, vous voyez qu'on a quelque chose de très, très, très minoritaire. Donc, ce n'est pas ce qu'on attendait. Enfin, ce n'est pas ce qu'on voulait plutôt. Je passe maintenant au catalyseur où le support a été rendu acide avec l'introduction d'aluminium. La première chose qui saute aux yeux, c'est que, regardez la courbe noire, dans ce cas-là, au bout de 2 heures, on a consommé tout le réactif. C'est allé beaucoup plus vite. En rouge, vous avez le produit où l'hydrogénation de la liaison CC se fait en premier. Et ensuite, on enchaîne avec l'hydrogénation, vous avez ce maximum, et ensuite on enchaîne avec l'hydrogénation de la liaison CO. Ça veut dire qu'on a le même chemin réactionnel qu'avant, mais plus rapide. À partir du moment où on hydrogène la CC, on enchaîne sur l'hydrogénation de la CO. Et les produits sur lesquels on a hydrogéné la fonction aldéhyne tout au début, vous voyez qu'ils restent minoritaires. Enfin, le catalyseur sur l'alumine, alors là, il y a une grosse différence.
Là encore, on a presque consommé entièrement le réactif de départ, on tombe presque à 0 au bout de 3 heures. Sauf que cette fois, eh bien, on n'a pas majoritairement hydrogéné la liaison CC en premier. Ce qu'on a hydrogéné majoritairement en premier, c'est la liaison CO. Donc 3 catalyseurs différents qui ne diffèrent que par leur support et qui donnent des résultats complètement différents. Et après, le rôle des chercheurs, c'est de se creuser la tête en se demandant comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Alors dans un premier temps, on digère les données expérimentales. Voilà les données brutes, celles qui sortent des analyses. On peut en extraire des constantes de vitesse. Plus la constante est grande, plus la réaction est rapide. Ce qu'on peut constater, c'est que sur le catalyseur qui contient de l'aluminium, eh bien, regardez les chiffres, sans chercher à interpréter, mais regardez les chiffres, vous voyez que les chiffres sont plus grands que sur le catalyseur qui contient uniquement de la silice. Conclusion, on a effectivement une réaction qui est plus rapide avec le support qui contient de l'aluminium. On regarde maintenant le catalyseur supporté sur de l'alumine. Vous constatez qu'il y a une grosse différence par rapport à celui dessus. C'est qu'ici, j'ai 3 constantes de vitesse qui sont quasiment identiques, ce qui n'est pas le cas des autres catalyseurs. Donc j'ai vraiment un fonctionnement différent du catalyseur platine sur alumine. Donc là, maintenant qu'on a analysé les résultats, il faut les discuter, c'est-à-dire se demander, proposer un modèle, si vous voulez, pour expliquer pourquoi. Alors en recherche, ce qu'on fait, c'est 1, évidemment, on se creuse la tête, et 2, on compare avec ce qui est déjà connu de la littérature. On essaie de trouver des idées dans ce qui a déjà été publié, de ce qui peut nous aider pour interpréter nos résultats. Alors, quid du catalyseur qui contient de l'aluminium? Ce qu'on sait, c'est qu'on a du platine, on a des sites acides, on a des réactifs. Ce qu'on va supposer, c'est que les sites actifs, les sites acides, influencent la réactivité des particules métalliques. Par exemple, si notre support qui est acide polarise les particules métalliques, c'est-à-dire les vide un petit peu de leur densité électronique, eh bien, il y a moins d'électrons qui sont envoyés vers les réactifs. Alors, est-ce que ça, c'est notre hypothèse? On va tester. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour tester, on va mettre du monoxyde de carbone sur les particules métalliques. C'est des molécules qui vont se coller. Ensuite, on va regarder par spectroscopie infrarouge comment vibre la molécule de CO. Plus on a injecté d'électrons dans la molécule de CO, plus on a un déplacement de ce côté-là. Et on constate qu'effectivement, la bande d'absorption infrarouge de ces molécules de CO, eh bien, elle ne sort pas à la même place selon le support. Je vous rappelle que les particules métalliques sont identiques. C'est vraiment une influence pure du support. Conclusion, notre hypothèse semble valable. On l'a vérifié avec un test. Si on a moins d'électrons injectés dans les molécules qui sont collées sur les métals, ça veut dire qu'elles vont pouvoir se décoller plus facilement, désorber plus facilement. Donc les réactifs suivants pourront se réabsorber plus facilement et donc la réaction ira plus vite. Donc notre hypothèse à laquelle on arrive à la fin, c'est que le support, indirectement, a influencé la réaction en modifiant les propriétés des particules métalliques. Maintenant, il faut expliquer les résultats du catalyseur avec l'alumine. Qui dit alumine dit ion Al3+, accessible à la surface. C'est ces acides de Lewis dont je parlais il y a quelques minutes. Et là, la littérature nous dit que lorsqu'on a des cations accessibles sur la surface, eh bien, ces cations peuvent attirer la fonction polaire de la molécule. Or, dans un aldéhyde, dans une molécule comme ça, la fonction polaire, c'est l'aldéhyde. Donc notre hypothèse, c'est que lorsqu'on a comme support l'alumine, eh bien, l'aldéhyde va se coller sur la surface, la tête la première, si vous voulez, la fonction aldéhyde en premier, et c'est donc la fonction CO qui sera hydrogénée préférentiellement par rapport à la double liaison CC. Donc là, on va chercher dans la boîte à outils de la littérature scientifique pour nous permettre de trouver une explication qui colle avec nos observations expérimentales. Et vous voyez que pour expliquer l'activité du catalyseur, il a fallu qu'on regarde la phase catalytique, le support, et l'interaction éventuelle entre le support et les réactifs, ou le support et la phase catalytique. Et ça m'amène à la dernière diapo. Finalement, on est parti d'un questionnement sur la vie quotidienne et sur l'industrie. Je vous ai parlé de sites industriels qui font 1,5 km de côté. Et ce que j'essaie de vous montrer,
c'est que pour comprendre comment fonctionne une usine ou un site industriel qui fait 1,5 km de côté, il faut aller voir ce qui se passe à la surface de ça, c'est-à-dire de particules qui font 2 nanomètres. Sachant que ce qui gouverne ces phases catalytiques, ça sera évidemment la composition chimique de la phase catalytique, mais également la taille de ces particules, la forme de ces particules, l'atmosphère sous laquelle ces particules se transforment éventuellement, et également ce qu'il y a sous la phase catalytique, le support, et également la surface du support. En résumé, la catalyse hétérogène, c'est à la fois un domaine extrêmement appliqué et un domaine extrêmement fondamental pour lequel on a besoin de connaître un petit peu de tout, si vous voulez, en chimie, et surtout d'avoir un énorme esprit de curiosité. Je vous ai montré qu'on a parfois des observations très difficiles à interpréter, il va falloir aller chercher, pêcher les interprétations dans d'autres domaines, et ça a un débouché très très concret, hein, ce n'est pas juste de la recherche fondamentale, très concret pour des réactions qui peuvent nous intéresser dans les années ou dans les décennies à venir. Voilà, et donc j'en ai terminé, et je vous remercie pour votre attention.